La délégation d'Al-Atra a participé à la 16e session de la conférence des parties à la Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification, COP16, qui s'est tenue en décembre 2024 en Arabie Saoudite et a réuni plus de 20 000 participants, y compris des dirigeants mondiaux, des scientifiques, des représentants du monde des affaires et des figures de la société civile. Les représentants d'Al-Atra ont apporté une contribution précieuse aux discussions sur les technologies de pointe et les approches innovantes visant à lutter contre la désertification, la dégradation des terres et la sécheresse. Madame Ali, Monsieur Mohamed, merci beaucoup d'avoir accepté de nous accorder cette interview. Madame Ali, s'il vous plaît, pourriez-vous vous présenter? Qui êtes-vous? Que faites-vous? السلام عليكم ورحمة الله. أنا أليس لؤيم مدرسة الشروق المتقدمة بالإحساء. أنا مخترعة ومبتكرة. Elle dit bonjour. Elle s'appelle Ali Loé. Elle est inventrice de l'école Al-Shorouk dans la région d'Al-Assa. D'accord. Et comment avez-vous découvert en vous ce potentiel ou ce désir de devenir inventrice? في بداية ما كنت أتخيل إن أنا بكون مخترعة أو مبتكرة يوم من الأيام، ولكن أنا كان عندي شغف في البحوث العلمية، لذلك شاركت في برنامج علوم البحثي وكتبت أول بحث لي هناك، كان قبل 2 سنين. Au début, je ne pensais pas avoir en moi le potentiel pour devenir inventrice ou scientifique. Mais il y a 2 ans, j'ai participé à un concours de recherche appelé Al-Ouloum, où j'ai rédigé mon premier article scientifique. D'accord. Alors, nous vous avons connu grâce à Monsieur Mohamed, qui a dit que vous avez inventé un dispositif capable de produire de l'eau à partir de l'air. Oui, c'est exact. Alors, j'aimerais l'expliquer plus en détail à nos téléspectateurs. Pouvez-vous, s'il vous plaît, montrer quelle partie de l'appareil fait quoi? Et peut-être que nous pouvons aussi le positionner comme ça, pour qu'ils puissent voir ce qu'il y a à l'intérieur. Oui, d'accord. جهاز يعمل على الطاقة الشمسية، موصل ببطارية، موصل بمولد هواء. مولد الهواء راح يوصل الهواء المحمى بالماء إلى الأنبوب، راح تمسك مادة سيليكا الماء الموجود، راح أطلع الهواء ما أحتاجه، وهذا راح يكون في فترة المساء عشان نستغل ظاهرة الرطوبة بالليل. في الصباح بس ارتفاع درجة الحرارة راح يبدأ الماء إنه يتبخر لي ويصعد لي إلى الغرفة الهرمية، وراح ينزل لي ماء نقي بيور خالي من الشوائب. L'appareil fonctionne à l'énergie solaire, qui charge à son tour cette batterie. Celle-ci alimente le ventilateur qui pousse l'air humide dans une chambre où se trouve le gel de silice, qui capture l'humidité. Et lorsque les températures baissent la nuit, la condensation monte et entre dans une chambre triangulaire, où elle est transformée en eau potable propre. Et quelle est la capacité de cet appareil? Vous m'avez dit que vous l'avez testé en laboratoire, puis dans le désert, dans des conditions réelles. Alors, combien d'eau avez-vous pu collecter? كان اللي هو استخراج المويه في المنطقتين كان مختلف، ولكن كان مختلف في المناطق اللي رطوبتها عالية، حيث حنا قدرنا نستخرج 10 لتر مويه، ولكن في الصحراء كانت نسبة المويه أقل بسبب أن الرطوبة كانت منخفضة، فاللي هو استخرجنا واستخلصنا 4 لتر مويه فقط في اليوم الواحد. Elle dit que la production d'eau varie selon les différents climats. Dans le laboratoire, elle a testé 2 zones différentes. La première était une zone à forte humidité, où l'appareil a produit 10 litres d'eau. Puis, elle a testé l'appareil dans un climat désertique, où, en raison d'une humidité plus faible, elle n'a réussi à produire que 4 litres d'eau. 4 litres d'eau potable fraîche, les gars, obtenus dans un désert en utilisant cet appareil autosuffisant. Et d'après ce que je sais, une personne devrait boire par jour 2 à 3 litres d'eau, n'est-ce pas? Oui, c'est exact. 2 ou 3 litres. Oui. 4 litres, c'est une quantité suffisante. Si la personne dispose d'un appareil transportable comme celui-ci, elle peut survivre dans le désert. Pouvez-vous partager un peu plus votre vision de la mise en œuvre pratique de cet appareil à Riyad et en Arabie Saoudite? رؤيتي هي أن أحقق رؤية المملكة العربية السعودية 2030 التي تنمي بزراعة 40 مليار شجرة حول المملكة،
ورؤيتي إن ابتكاري هذا ما يكون بس مجرد موجود في الصحراء، راح يكون موجود في كل بيت وراح أطوره عشان يخدم المجال العسكري، عشان يطلع لهم الموية في جهاز أصغر ب5 ثواني. Le programme Vision 2030 de l'Arabie Saoudite prévoit de planter 40 millions d'arbres. Ces arbres ont besoin d'eau. Elle espère donc utiliser cet appareil dans le secteur agricole pour aider dans le processus de plantation et le rendre plus durable. De plus, elle souhaite rendre cet appareil disponible dans chaque foyer, afin qu'il ne soit pas limité à un usage dans le désert, et que nous puissions tous profiter d'eau propre sans nuire à notre planète. Outre cela, elle envisage des applications militaires où l'appareil peut être utilisé dans des climats et des zones difficiles, où on pourrait obtenir de l'eau en seulement 5 secondes. Mashallah. Plus les conditions sont rudes, plus d'eau on obtient. Oui, Bravo. Merci. Et si ce n'est pas un secret, pourriez-vous, si possible, partager avec les spectateurs combien cela vous a coûté pour assembler un prototype fonctionnel? والبطارية الباتري كانت برضو 100 ريال. البطارية كانت ب30 ريال، وأعتقد الجهاز اللي أنا سويته أخذ مني حوالي 200 ريال. 200 يعني تقريبا 450. elle dit que le panneau solaire lui coûte 100 rials, ce qui équivaut à environ 25 $ américains. La batterie coûte à peu près la même chose. Le ventilateur coûte 30 rials saoudiens, soit moins de 10 $ américains. La construction de l'appareil lui a coûté environ 200 rials saoudiens, pour un total de 430 rials saoudiens, ce qui équivaut à environ 120 $ américains. Je ne sais pas si nos spectateurs peuvent voir les parallèles, car ici, à la COP 16, à la COP 28 et à la COP 29, il y a beaucoup de discussions sur le financement, le manque de financement et le manque d'argent. Mais nous avons ici un appareil qui coûte 120 $, et une seule personne peut vivre tous les jours en ayant de l'eau potable fraîche. Donc, chers spectateurs, les technologies qui peuvent nous offrir un avenir meilleur sont beaucoup plus abordables, beaucoup plus accessibles et bien plus simples que ce que nous pensons tous. Et, Alice, quel est votre avis? Si nous prenons votre projet et que nous le mettons à l'échelle nationale pour l'Arabie Saoudite, pour que la totalité de l'eau soit extraite de l'air, pensez-vous que ce serait possible avec votre appareil? Et est-ce une bonne idée ou non? الموضوع بصراحة عاجبني، وأنا أطمح إني أنا أوصل مو بس المحلي إلى العالمي، لأن الهواء كذا ما راح يخلص وبرضه السلك جل فور فري، فأنا أشوف إن الموضوع راح يكون سهل إن أنا أوصل للعالمية بإذن الله. Elle dit qu'elle ne vise pas une échelle locale, mais une échelle mondiale. Parce que l'air est gratuit. Et le gel de silice est extrêmement bon marché, voire gratuit. Elle pense donc que le projet peut être déployé à une échelle bien plus grande que ce que nous pouvons imaginer. Mashallah, c'est vraiment très bien et je suis très impressionné. Je veux juste, si je peux montrer ceci à nos spectateurs pour qu'ils voient, ici, à l'intérieur, il y a du gel de silice, que l'on peut trouver dans une boîte à chaussures presque partout. Voici le panneau solaire, qui coûte 50 rials saoudiens, soit environ. Je pense que celui-ci coûtait environ 100 rials. Donc, moins de 25 $. Autour de 25 $, oui. Donc, ceci, c'est comme un ventilateur d'ordinateur. Vous avez ce type de ventilateur dans votre ordinateur. Donc, tout le monde peut assembler cela, et ce sont des matériaux abordables. Et comme Alice l'a dit, l'application pratique est énorme. Vous pouvez l'utiliser dans l'agriculture. Vous pouvez l'utiliser pour donner de l'eau aux arbres dans les parcs. Merci beaucoup pour cette présentation.
Enfin, pour conclure, car pour nos spectateurs avisés, et je crois que nos spectateurs sont très intelligents, c'est plus que suffisant pour réfléchir et commencer à faire quelque chose aussi, peut-être en suivant votre exemple. Alors, je voudrais vous demander, Alice, d'adresser un message à nos spectateurs, quel que soit leur âge, qu'ils aient 12 ans, 15 ans ou 80 ans. Quel serait votre message d'inspiration ou de motivation pour les inciter à rejoindre les efforts des Nations Unies pour lutter contre le changement climatique et la désertification? عندنا المؤتمرات العالمية اللي عملت عليه العالم مثل كوبا 16 ومؤتمرات غيرها الكثير قاعد تساعد الطلبة إنهم يبدعون ويحضرون هذه المؤتمرات عشان يعيشون الجو إنهم يقدمون ابتكاراتهم وحلولهم واقتراحاتهم. فأنا أرى إن الكلمة اللي أنا مستعدة أوجهها للطلاب إنهم ما يخافون وإنهم يسعون للفرصة وما يخافون يقدمون الحل اللي عندهم، بالعكس يشاركونه للعالم كله يمكن هو يفيد. Elle dit que les forums mondiaux tels que la COP16 sont des ressources extrêmement précieuses pour nous tous, car ils nous permettent de partager nos idées. Elle s'adresse particulièrement aux étudiants en leur disant « N'ayez pas peur de partager vos idées, car elles pourraient être la solution à notre prochain problème. » Merci beaucoup. Et je souhaite que chacun de nos spectateurs se joigne à cet effort et que votre exemple les inspire. Merci beaucoup. Monsieur Omar, merci infiniment. Votre équipe a déjà partagé avec nous sa vision de votre projet. Pourriez-vous, s'il vous plaît, vous présenter à notre audience? Quel est votre nom? Que faites-vous? Tout d'abord, merci, Monsieur Sergueï, pour cette opportunité. Je m'appelle Omar Al-Mohamed, je suis l'un des cofondateurs de la Riyadh Geoscience Society et président de cette équipe bénévole. Nous sommes ici, à la COP16, pour représenter toutes les connaissances dans le domaine des géosciences que nous avons acquises. L'un des points principaux sur lesquels nous nous concentrons lors de cette exposition est le suivant: si je demande à n'importe quelle personne, toute personne, quelle est la cause principale de la désertification et du changement climatique, elle répondra probablement les activités humaines et d'autres facteurs similaires. Mais nous sommes ici pour dire, d'accord, c'est une cause majeure, mais il existe une autre facette de ce problème, qui concerne les processus géologiques. Par exemple, si un tremblement de terre frappe un endroit précis, il peut entraîner l'effondrement de bâtiments et d'autres infrastructures. Mais cela déclenche également une chaîne de processus. Par exemple, le séisme peut déstabiliser le sol et la croûte terrestre, ce qui rendra plus difficile la plantation de végétaux. À l'inverse, un volcan qui entre en éruption peut brûler ou détruire des choses dans la région touchée. Mais, 20 à 30 ans après cette éruption, la qualité du sol dans cette région peut s'améliorer considérablement malgré tous les matériaux rejetés depuis les profondeurs de la Terre. Ces matériaux enrichissent le sol, le rendant beaucoup plus fertile avec le temps. C'est vraiment intéressant, ce que vous dites, car je n'avais jamais réfléchi à cela de cette manière. Donc, vous voulez dire que lorsqu'un tremblement de terre se produit, il secoue la terre, perturbe la structure du sol et le rend très meuble, c'est bien cela. Et en gros, le séisme perturbe les éléments chimiques et minéraux, ainsi que les organismes, comme les vers ou les insectes, présents dans le sol, ce qui le rend moins fertile ou peut même mener à la désertification, c'est ça. Oui, lorsqu'un tremblement de terre frappe un endroit précis, il n'affecte pas directement les minéraux du sol, mais il influence la lithification ou la compaction de la croûte terrestre, ce qui peut rendre la terre plus dure. Par exemple, vous pouvez observer que les bâtiments hauts se concentrent souvent dans des endroits particuliers parce que la lithification ou la dureté de la roche va déterminer le nombre de bâtiments qui peuvent être construits à cet endroit.
Cela a également un impact sur la capacité de plantation et sur l'utilisation générale de la terre selon vos besoins. C'est très intéressant. Et peut-être que nos spectateurs trouveraient aussi intéressant de comprendre le lien avec le fait que, dans de nombreuses îles ou régions, les gens choisissent de vivre près des volcans, même si cela est dangereux. Comme vous l'avez mentionné, après une éruption volcanique, les sols deviennent extrêmement fertiles. Malheureusement, à l'heure actuelle, nous vivons une époque où de nombreux volcans sont en activité, et beaucoup de gens hésitent à quitter leur maison malgré le danger. Exactement. Un peu plus tôt, nous avons discuté avec Madame Ali. Elle a conçu un appareil qui extrait l'eau de l'air, en condensant l'humidité pour produire de l'eau potable. C'est un appareil extrêmement bon marché. Quel est votre avis sur les générateurs d'eau atmosphérique et leur potentiel pour aider en termes de géosciences, de lutte contre la désertification et la dégradation des sols? Bien sûr, Madame Ali nous a rejoints après avoir réalisé son innovation et nous a demandé si elle pouvait se représenter elle-même et la Riyadh Geoscience Society, RGS, pour présenter son appareil. J'ai vu son appareil. Il existe de nombreux concepts pour collecter l'humidité de l'atmosphère terrestre et la transformer en eau potable. Mais ce sur quoi elle s'est concentrée, c'est avant tout le faible coût et la simplicité de fabrication. C'est ce qui rend son innovation très unique ici. Ce que vous venez de dire, j'espère, Inch'Allah, que la COP16 à Riyad, en Arabie Saoudite, sera ce point de rupture, qu'elle marquera une continuation des discussions de la COP29 sur le financement et les solutions. Bien sûr. Chers spectateurs, voici une solution. Comme Madame Ali l'a partagé, son appareil coûte environ $100. C'est rien. Et cet appareil peut être déployé à grande échelle. Nous pouvons utiliser des matériaux recyclés, des matériaux qui auraient fini dans les décharges. Tant de choses peuvent être accomplies si nous collaborons. Et merci à l'Arabie Saoudite, merci à Riyad et merci aux Nations Unies pour cet événement incroyable. Et, Monsieur Omar, pour conclure, beaucoup de nos spectateurs pensent probablement encore, peut-être que je suis une personne insignifiante. Il y a tellement de gens intelligents comme Monsieur Omar, des géoscientifiques, des bénévoles, tant de choses sont déjà faites. Mais quel serait votre message de motivation? Quel appel à l'action adresseriez-vous à nos spectateurs qui ne savent pas encore quoi faire ou comment agir? Tout d'abord, lorsque vous êtes dans un domaine particulier, bien sûr, ce domaine n'est jamais complet. Il y a toujours des lacunes. Lorsque j'ai lancé mon équipe de bénévoles, elle était vraiment petite. Nous étions 3 ou 4 personnes. Nous n'avions aucun financement ni aucune aide, même pas de nos universités. Mais nous avons continué ce voyage, et nous voilà ici. Nous représentons l'un des secteurs les plus importants dans la Blue Zone et la Green Zone de la COP16. Alors, ne vous arrêtez pas, essayez de trouver votre chemin, qu'il soit difficile ou facile, et faites de votre mieux. Faites de votre mieux. Eh bien, Steve Jobs a aussi commencé dans un garage. Exactement. Alors, Inch'Allah, bonne chance, Monsieur Omar. Et merci beaucoup. Mais nous avons commencé à la COP16, en réalité. Alors cela donnera un résultat encore plus grand, Inch'Allah, parce que toute l'humanité en a besoin. Notre avenir et celui de nos enfants sont en jeu. Alors, Inch'Allah. Merci. Merci beaucoup.